fiscaliser les 250 millions de dollars qui sont les engagements de travaux de Cosmos qui a pris le relais de Petrotim. Vous savez, quand vous signez un contrat pétrolier, le Premier ministre l'a expliqué. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dois revenir là-dessus encore. Mais comme vous m'obligez à y revenir, je signale que depuis l'indépendance du pays, il y a eu au moins 168 contrats pétroliers qui ont été signés, au moins, correspondant au forage de 160 forages non productifs et de 68 forages, et plutôt de 8 forages productifs. Estimé à 500 millions de dollars ou à 500 milliards. Pourquoi on n'a jamais parlé de fiscalité? Parce que quand vous investissez, c'est la loi 98-02 du 5 janvier 1998 qui dit en son article 48 qu'au stade du développement, plutôt de l'exploration, recherche et du développement, aucun frais fiscal n'est payé à l'État du Sénégal. Aucun. 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 Et c'est en même temps cette loi qui permet qu'au stade de ces deux phases, qu'on puisse céder les droits pétroliers d'exploration qui vous ont été donnés. Et précise en même temps, sur la cession, aucun frais fiscal ne peut être imposé, ne peut être prescrit. Pourquoi? Parce que cette phase, ce qu'on appelle la phase de développement, c'est le capital qu'on investit. Mais on ne fiscalise pas un capital. On ne fiscalise pas un capital. Non. Pourtant, ce sont les experts en la matière. De quoi? Ils sont experts de quoi? Ce n'est pas des experts qui ont parlé. Toi-même, tu as dit l'opposition. Vous savez très bien que ce ne sont pas des experts qui ont parlé. C'est deux opposants qui pensent qu'on peut dire tout, à la fois une chose et son contraire, pour que ça soit valable. Moi, je ne vous le dis pas. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas Latif Coulibaly qui l'a dit. Ce n'est pas le ministre des Finances qui l'a dit. C'est la loi sénégalaise qui le dit. Donc, Alussal pouvait céder ses parts tranquillement à Timis. Ce n'est pas Alussal qui a cédé ses parts à Timis. Et ça aussi, c'est une confusion. La cession s'est faite entre deux sociétés pétrolières. L'un s'était engagé pour faire des travaux de 100 millions de dollars et l'autre s'est substitué en disant j'ai fait 250 millions de dollars. Si vous n'avez pas compris le processus, je ne peux pas continuer à expliquer davantage. Ce que moi je peux vous dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est la loi qui le dit. Maintenant, si on veut changer la loi, on dit on change la loi. Ça, je peux comprendre qu'un opposant dise on n'accepte pas cette loi-là telle qu'elle, il faut la changer. Mais il faut voir les conséquences. Donc c'est de l'invention. Quand on parle de 90 milliards de fiscalité... Je ne pas dire c'est l'invention. Je vous dis, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui parlent. Je ne caractérise pas ce qu'ils disent. Je te parle de faits. Vous avez dit ils n'ont pas fiscalisé la cession. Heureusement d'ailleurs, ils ont été intelligents pour ne pas dire qu'on n'a pas fiscalisé les 100 millions qu'ils ont investis. Parce que ça aurait été quand même une hérésie absolue. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit que c'est les transactions qu'on n'a pas fiscalisées. Là aussi, ils se rendent compte qu'il y a la vérité de la loi. On ne fiscalise pas. Et toutes ces considérations, contenues dans la loi de 1998, ont été intégrées dans le Code général des impôts, la loi du 31 décembre 2012, en son article 722 plutôt, qui considère que tous les avantages fiscaux qui étaient considérés dans des contrats et des conventions diverses ont été rapatriés dans le Code général des impôts et servent de loi de base pour toute exploitation sénégalaise, pour toute exploration, développement et exploitation du pétrole au Sénégal et des hydrocarbures et des mines. Voilà la réalité des faits. Quand vous en déduisez que c'est de l'invention, oui, il n'y a pas autre chose. Oui, soit c'est vrai, soit c'est de l'invention. D'ailleurs, vous regardez maintenant, il y a rarement des gens qui débattent sur cette question-là. La question est de savoir pourquoi on a concédé un droit à une société pétrolière, alors que c'est une société pétrolière qui a une expérience à qui on doit faire la concession. Effectivement, la concession a été faite à cette société pétrolière. À une société pétrolière avec une expérience avérée, cotée en bourse. C'est un débat et un faux débat également. Quand on parle de Petrotim Sénégal, qui est une société
il y a une vocation opérationnelle de gérer les activités logistiques et administratives de Petro-Tim International, entre guillemets, qui vient d'ailleurs, au Sénégal. C'est quoi le plus logique? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres sociétés qui font gérer, comme Aliou Sall le fait, leurs affaires locales par des Sénégalais? Des courtiers. Enfin, je ne suis pas ce terme-là. Je n'utilise pas ce terme. Ils gèrent. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'il n'y a pas qu'Aliou Sall. Si vous regardez dans les mines, vous verrez, il y a des jeunes Sénégalais dynamiques. Heureusement pour eux, ils ne sont pas la sœur ni le frère du président de la République. J'en ai reçu pas plus tard qu'avant-hier dans mon bureau. Ça change tout, non? Oui, mais je veux dire que simplement, qu'on ne parle pas de ces cas-là parce que simplement ce ne sont pas des frères ou des sœurs du président de la République. Oui, le changement est notoire, non? Mais pourquoi le changement est notoire? D'abord, quand il l'a été, il n'était pas encore frère du président de la République, il était frère de Macky Sall, soit Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Vous oubliez de le dire. Oui, mais après son élection, le président Macky Sall est revenu sur le parlement de décret laissé ici par son prédécesseur. C'est faux, il n'est pas revenu sur le décret, aucun décret. Ah bon? Les appels rentrants, un exemple? Les appels, le dossier des appels rentrants, c'est un exemple, non? Mais attendez, sur le dossier pétrole, je veux dire, non, mais évidemment, sur le dossier du pétrole, il n'est revenu sur aucun décret. Non, je parle de décret globalement laissé ici par son prédécesseur. Mais si la situation exige qu'il revienne, pourquoi il ne le ferait pas? Vous voudrez qu'il le laisse? Les appels rentrants, combien de Sénégalais avaient demandé que le décret soit supprimé? Combien de Sénégalais? Il a répondu à une demande du public sénégalais. Et aujourd'hui, vous auriez souhaité qu'il ne le fasse pas? Quel est le seul Sénégalais dont tu as entendu parler? D'ailleurs, celui qui a le premier soulevé la question, c'est l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Je salue au passage d'ailleurs. Mais Abdoul Mbaye, quand même, c'est curieux. Mais le décret dont tu parles, c'est lui qui l'a contresigné. Le décret dont tu parles, c'est lui, Abdoul Mbaye, qui l'a contresigné. Au moment où il mettait son contre-saint, il avait le sentiment que quelque chose, le Sénégal a été floué? Si oui, ça veut dire que garder son poste de Premier ministre à l'époque, en contre-signant, était plus important que les intérêts du Sénégal qu'il défend aujourd'hui. C'est ça le paradoxe de notre société. Vous ne pouvez pas à la fois approuver quelque chose par votre signature, et en plus, par votre signature, et vous retournez devant l'opinion pour le dire, j'ai signé, soit je ne savais pas, c'est très grave, ou je savais, mais j'avais décidé de ne pas parler pour garder mon portefeuille de Premier ministre. Ou c'était mon patron qui m'avait demandé de signer. C'est tout aussi grave. C'est tout aussi grave. Si votre patron vous demande de signer quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de ce pays-là, fondamentalement comme il le prétend aujourd'hui, vous n'avez jamais dû le faire. Vous mettez dans la balance votre poste et la signature, vous partez. Si tant est que vous êtes préoccupé par le Sénégal, et c'est le premier à avoir mis ça sur la table. Oui, Abdoul Mbaye de répondre. Vous voyez que vous n'êtes pas très regardant par rapport aux gens qui parlent. Vous voulez donner un blanc-seing, non, mais attendez. Il a été interpellé à ce sujet par bon nombre de Sénégalais. C'est à lui de répondre. C'est pas il a été interpellé, non. C'est à vous de jouer fondamentalement votre rôle d'arbitre dans le débat politique. Le seul moment, le lieu où le journaliste est arbitre, c'est au moment où l'exposé des faits, où toutes les parties donnent des faits. Et c'est à vous de jouer ce rôle-là. C'est ça qu'on dit le fact-checking. Ça, c'est clair. Ah non, c'est pas clair. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Mais non, dans la pratique, non. Ah bon? Ah si. Oui, c'est votre opinion. Mais attends, sinon, vous ne m'aurez pas dit, comme si c'est quelque chose de très grave, oui, Macky a confirmé. Mais la première personne qui a posé sur la table ces questions, c'est lui. L'objet de la question, c'était... Il partage la responsabilité d'avoir signé ces deux décrets. On parle de décret. Oui, on parle de décret. Alors, on parle de décret laissé ici par le prédécesseur. Est-ce que vous savez que légalement, si le Premier ministre de l'époque n'avait pas signé, le décret n'aurait pas existé? La part de responsabilité de Abdoul Mbaye, oui, allez-y. C'est important pour les Sénégalais. Les seuls décrets où le Premier ministre ne contresigne pas et le décret est valable, c'est des matières spécifiquement citées par la Constitution. Je prends un exemple, la grâce. Pas de Constitution. Ça, c'est connu des Sénégalais, non? Vous le pensez bien? C'est connu des Sénégalais. Les décrets sont contresignés par le chef du gouvernement. Pas tous les décrets, pas tous les décrets. Ce que je veux dire par là, il n'a même pas l'excuse de dire je n'aurais pas dû signer, ou je ne pouvais pas signer, ou je n'étais pas tenu de signer.
effectivement, il était tenu de signer du point de vue politique. Parce que c'est sa fonction. Oui, la responsabilité de Abdoul Mbaye en tant que chef de gouvernement. De l'éthique et de la morale qu'il évoque aujourd'hui, il est assez disqualifiant. C'est important. Parce que d'ici un siècle, quand on parlera de cette question, on verra le décret qu'il a signé. Effectivement. On verra pour qu'il soit valide, il faut que Abdoul Mbaye appose sa signature. Effectivement, voilà, il faut que Abdoul Mbaye contresigne en tant que chef du gouvernement du Sénégal d'alors, mais il fallait également, surtout, que le président de la République, le frère aîné d'Aliou Sall, signe ce décret. N'est-ce pas? Mais alors? L'interpellation va surtout dans ce sens. Mais quel est le problème s'il n'y a aucune illégalité? Quelle illégalité il y avait? Quand on parle de délit d'initié, qu'un chef d'État... Voilà des confusions terribles. Oui, je vous pose simplement la question pour vous permettre d'éclairer l'opinion. Oui. Quand on parle de délit d'initié dans ce domaine précis, pour dire que le chef de l'État a signé un contrat qui va profiter à son frère cadet, oui, ça, qualifié comme délit d'initié, vous répondez quoi? Non, d'abord, le décret était sur sa table quand il est venu. Déjà préparé par celui qui était l'opposant le plus radical contre Macky Sall. Il faut le signer parce que c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'avant que Macky Sall ne vienne, d'abord le contrat de concession a été signé depuis janvier. Deuxièmement, les décrets étaient... Pardon? Oui, le décret, ça c'est... Oui, on est d'accord. Mais attends, un fait, on ne peut pas l'isoler. D'accord. Il faut le mettre dans un continuum. D'accord, le décret était là. Vous savez, vous avez à peu près 45 démissions. On a passé pratiquement les 20 minutes sur ça. Parce qu'au fond, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des faits. Quand on vous les explique, vous dites non, ce n'est pas la peine. On avance. D'accord, le décret était sur la table du président de la République. On ne peut pas isoler les tenants de ça veut dire quoi? On signe une concession à une entreprise. Des décrets d'approbation suivent. Et d'ailleurs, il faut que les gens comprennent également que ce qui est le plus substantiel, ce n'est pas le décret d'approbation. Le plus substantiel, c'est la convention de concession. Qu'on ait signé le décret ou non, la convention de concession est en vigueur. Donc, il faut que les gens le sachent. Oui, c'est bon. Et c'est important. Pourquoi? Parce que la convention signée entre les deux parties, c'est la loi entre les parties. Le décret ne fait que constater un fait juridique déjà existant. Ce n'est pas le décret qui confère les droits à Petrodim. Le décret ne fait que constater les droits déjà concédés à Petrodim. D'ailleurs, c'est entre autres l'une des questions majeures qui préoccupe beaucoup de gouvernements africains. Dans certains pays, on distingue le contrat minier ou le contrat de concession, le contrat d'exploration du contrat d'exploitation. Mais si vous dites à quelqu'un qui vient chercher chez vous, il engloutit des centaines de millions de dollars. Je ne vous signe les contrats par lesquels vous allez exploiter votre découverte au départ, mais il ne va pas investir. Il s'en va. Donc le contrat dont on parle, le décret qui l'approuve n'est qu'un décret qui constate un état de fait. Nous ne l'étant pas approuvé, ça va déjà dans la pratique. Ça s'opère. D'accord. Et c'est l'une des questions d'ailleurs sur laquelle beaucoup de pays avec leur code butent aujourd'hui. Est-ce que le contrat minier ou le contrat pétrolier doit absolument être approuvé pour être légal par le contrat, par le décret? La réponse est non. La réponse est non. J'avais dit substantiellement, il faut que les gens le comprennent. Il y a un symbolisme, l'approbation et le constat d'un acte qui est déjà fait. C'est comme si aujourd'hui au Sénégal, à peu près, ce n'est pas la même chose. Vous vous mariez, vous n'allez pas à l'état civil pour avoir un certificat de mariage. Mais le mariage est valable. Mais il n'est pas opposable à l'État. Aujourd'hui, dans un autre registre différent, votre concession, c'est ça qui prévaut dans vos relations avec l'État. Ce n'est pas le décret. D'ailleurs, c'est une impuissance de tous les États africains qui ont des secteurs pétroliers. L'important, c'est le Sénégal. L'important, c'est le Sénégal, son avenir. Oui, vous devez à ce Sénégal, à ces Sénégalais, d'éclairer ce débat une bonne fois pour toutes. On ne l'a pas fait. Non, je vous dis, on ne l'a pas fait. Qui doit éclairer le Sénégal? Notre devoir et notre responsabilité, c'est quoi? Le ministre
pétrole explique aux Sénégalais. Le ministre des Mines de l'époque qui avait le pétrole, de l'énergie, explique aux Sénégalais. Il écrit, il fait des interviews. Le Premier ministre sort dans une déclaration, explique aux Sénégalais. Moi-même, à ma qualité de secrétaire général du gouvernement, chargé en amont de la politique législative, parce que simplement par mes fonctions, je prépare les textes, je sors tous les textes de droit, j'écris une page sur le Soleil, dans le Soleil et dans tous les autres quotidiens. C'est peut-être pas suffisant ça. Mais comment voulez-vous qu'on explique au-delà des faits? Vous voulez qu'on nous donne nos opinions? Notre opinion, tous les membres du gouvernement, y compris le président de la République, qui n'est pas membre du gouvernement, c'est que tout s'est passé régulièrement. Vous dites que ça ne s'est pas passé régulièrement. C'est à vous d'apporter la preuve que ça ne s'est pas passé régulièrement. Qui c'est à vous? Vous qui dites le contraire. C'est vous qui m'avez dit, vous avez le devoir d'expliquer. Si au-delà de ce que nous avons expliqué, on doit encore expliquer, mais nous, on n'a plus d'arguments pour vous dire voilà ce qui se passe. Pour clore, 168 forages ont été faits au Sénégal depuis l'indépendance du pays. 160 n'ont pas été productifs. 8 sont productifs. Ces 8 sont productifs. On a le sentiment qu'on sera un grand pays d'hydrocarbures. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui? L'État travaille à mettre en place les conditions d'exploitation optimales et les conditions de transparence pour apaiser, et c'est normal, l'inquiétude de certains Sénégalais, non pas par rapport à nos pratiques, mais par rapport à la pratique courante dans d'autres pays qui ont eu du pétrole. Donc, le président de la République décide de mettre un comité d'orientation stratégique sur le pétrole et les hydrocarbures, où toute la politique va être discutée et débattue. Tout ce qui sera décidé sera dit aux Sénégalais. Vous voulez dire aujourd'hui, vous avez un devoir d'exploitation. Lequel? En réalité, nous ne demandons qu'une chose. Qu'on nous demande, vous n'avez pas expliqué ça. On le fait. C'est un devoir et notre responsabilité. On ne peut pas en même temps, on donne des faits auxquels on oppose des opinions pour nous dire que vous n'avez pas expliqué. Non. Donc des faits et non des opinions. Mais bien sûr. Notre opinion, c'est de dire, c'est le frère du président. Comme si, a priori, le frère du président devait nécessairement tremper dans la magouille. Comme si, a priori, le frère du président ne peut pas être réglé. Je ne comprends pas toujours. Honnêtement, je le dis. Moi, je ne comprends pas toujours. Quand on parle du frère du président... Non, je n'ai pas dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas toujours que les opinions tiennent lieu de fait au Sénégal. Une opinion est une opinion. Un fait est un fait. J'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas dit j'ai du mal à comprendre. Je dis, je ne comprends pas qu'une opinion tienne lieu de fait. Oui. Ok. Et quand on parle de conflit d'intérêts entre deux frères, c'est une opinion. C'est une opinion, c'est pas un fait. Quel est le conflit d'intérêts entre deux frères? Il ne peut pas y avoir d'abord de conflit d'intérêts entre deux frères. Ce n'est pas ça la question. C'est quoi la question que vous voulez que vous insinuez, c'est dire le jeune frère porte les intérêts du président de la République. Encore faudrait-il que le jeune frère, lui-même, parce qu'il faut régler la question factuelle, établir formellement que le jeune frère porte des actions effectivement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais alors, vous voulez, voilà ce que je dis comme opinion. La démonstration, à contrario, c'est quoi? Je dis parce qu'il y a le frère, il y a nécessairement conflit d'intérêts. Non. Vous établissez le conflit d'intérêts à partir de faits. Mais vous ne pouvez pas le supposer. Comme vous le faites d'ailleurs. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est-à-dire, demain vous êtes président, aucun de vos membres de la France ne peut travailler dans le pays. En tout cas, il ne peut pas travailler sur la base de faits qui le lient au gouvernement. C'est ça votre entendement? C'est quand même compliqué. Hein? Mais attendez, c'est quand même compliqué. Vous voulez comprendre ce que vous voulez comprendre. Hein? Non, je ne veux pas comprendre ce que... Je veux comprendre ce que vous avez dit. Oui, jamais, si on avait établi des faits qui disent voilà le conflit, je ne viendrai pas devant votre caméra pour soutenir ça. Jamais. Ce n'est pas la conception que je me fais de ma propre dignité et de ma loyauté d'ailleurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans l'histoire du pétrole et de Aliou Sall. J'en suis absolument convaincu par des faits. Voilà. Même si le Sénégal avait un autre président que Macky Sall, Aliou Sall aurait... La chose
La bêtise la plus absolue, c'était de construire un vol à partir d'actions connues et enregistrées sur le marché international. C'est-à-dire, c'est vraiment, parfois même, c'est une hérésie que de le penser. Si vous voulez voler votre pays, vous n'allez pas établir un contrat pour le faire. Si vous avez l'intention, vous savez, toute l'Afrique, quand vous regardez, il n'y a aucun chef d'État qui a des actions. Il ne parle pas de vol. Il ne parle pas de vol. Il parle de conditions favorisées par l'État du Sénégal pour un Sénégalais, pour l'enrichir. In fine, c'est quoi? L'enrichissement. Ça peut être légal. Ça peut être légal. Le délit, la finalité du vol, la finalité de l'enrichissement illicite, la finalité de la corruption, la finalité de tout ça là, ça conduit à une chose, un enrichissement personnel. C'est des délits différents dans la nomination juridique, mais ils ont la même conséquence. C'est l'enrichissement illégitime, personnel. Que vous le vouliez ou non, quel que soit le mot que vous employez. Abdou Latif Coulibaly sur ce plateau de Toute la Vérité. Une courte pause pour de la pub avant de revenir. Le 30 septembre, recharger avec sa carte crédit Johnny Johnny. Wala bok, mën nga fay sa bépp achat avec sa carte crédit Johnny Johnny. Voyez, mën nga tamit retirer avec sa carte crédit Johnny Johnny et tu gagneras cette magnifique Fiat 500X offerte par Carrefour Automobile ou encore 1 million dans ta carte Visa Johnny Johnny. Barbara Streisand. C'est pas ouf ça? Hanane. Wow, 30 septembre la ñu waxoon léegi yokk nañ ko ba 31 octobre jam xanaa neex. Barbara Streisand. Merci de rester avec nous, Abdou Latif Coulibaly. Oui, au-delà de Franck Timis, vous avez pas mal d'institutions internationales qui émettent des rapports qui confortent quand même le gouvernement du Sénégal. Et ce sont vos principaux arguments devant l'opposition actuelle? Non, ce ne sont pas nos principaux arguments. Ce sont des arguments qui viennent conforter les arguments que nous développons au Sénégal. Quand une organisation internationale qui, par le passé, cotait de façon pas bien le Sénégal, on mettait en épingle. Je me souviens, l'IDH, l'Indice de développement humain, quand c'est sorti, avec les faiblesses que nous avons enregistrées à cause de deux critères essentiellement. L'éducation, qui était un critère fondamental, et la santé. La presse ne s'est pas privée. Effectivement, le gouvernement reconnaissait qu'il y avait des problèmes, tout en demandant la révision du processus par lequel on établissait les statistiques, ce qui est quand même fondamental. Parce qu'il y avait un certain nombre d'évolutions positives dont on n'avait pas tenu compte. Ce que les organismes de l'IDH à l'époque avaient reconnu. À l'époque, sous grade de la presse, le Sénégal recule, etc. Aujourd'hui, les cotations les plus en vue en Afrique placent le Sénégal parmi les pays où les critères d'appréciation de l'état de droit, de la performance économique, de l'ensemble des critères qui caractérisent une gouvernance et une bonne gouvernance en évolution, le Sénégal est le 3e pays africain le plus performant. Et parmi les 10 pays les plus performants sur le continent africain, il s'est classé 10. Et le seul qui a fait un progrès sur tous les critères depuis 2012. Comme il est bon de dire aux Sénégalais que tout ce qu'on est en train de dire en mettant en cause les performances du pays du point de vue de la gouvernance n'est pas exact dans les termes où on le pose.
Qu'il faille encore faire des progrès, c'est tout à fait évident. Qu'il faille encore rectifier, c'est évident. Qu'il faille encore regarder davantage. Mais c'est le sens de la politique de gouvernance qui est mise en place. Tout n'est pas parfait, c'est sûr. On ne peut pas, en 4 ans, s'attaquer à un problème quasiment sédimentaire dans la société sénégalaise, dans l'administration et dans les structures privées du pays, pour espérer régler ce problème-là en 4 ans. Comment faut-il apprécier la chose? C'est de voir ce qui est mis en avant et comment cela est perçu et sanctionné, d'abord par les Sénégalais eux-mêmes, et ça, je parle du baromètre africain d'évaluation, qui considère dans le cas plus la majorité des Sénégalais, plus de 54%, considèrent qu'il y a des évolutions positives en matière de gouvernance, même si ce n'est pas le sentiment de l'opposition. Les Sénégalais, globalement, le disent. Alors, cela dit, on veut toujours nous faire croire le contraire. D'ailleurs, le contraire qui n'est pas établi, conforté par l'évolution économique de notre pays. L'une des économies les plus performantes qui vont faire une croissance les plus vigoureuse, le Sénégal fait partie des 3 pays africains. 3. Et des 10 pays dans le monde. Il a fallu quelque chose pour qu'on en arrive là. Un taux de croissance de 6,5% en 2015, 6,6% en 2016 et 6,8% projeté en 2017. Et c'est pas pour rien. Oui, le Sénégal profite du taux faible de l'euro actuel et des produits pétroliers, qui ont connu une baisse extraordinaire. Entre autres. Pourquoi les autres pays n'en ont pas profité? C'est ce que vous dites. C'est vrai. Pourquoi les autres pays, avec lesquels nous sommes dans la même sphère, pourquoi ils n'en ont pas profité autant que le Sénégal? La Côte d'Ivoire en profite. Mais non, le taux de croissance, je ne veux pas parler d'un pays particulier. Quand vous partez de 0 et vous faites un taux de croissance de 9%, ça peut se comprendre. Un pays qui sort de guerre, où le taux de croissance était quasiment inexistant, quand vous faites de 9% de ce que vous avez fait il y a 2 ans, c'est différent de quelqu'un qui part de 1,7% pour arriver à 6,8%. C'est très différent. Et ce Sénégal, sur le plan économique, est-ce que ce Sénégal se prépare à un changement de la donne? Parce que les pays de l'OPEP sont en train de se réunir, même les frères ennemis iraniens et saoudiens sont en train de se revoir pour une hausse des produits issus du pétrole. Ça également, le Sénégal devrait se préparer. Bien sûr, on se prépare à ça. C'est la raison pour laquelle on va injecter, d'ici 2 ans, 2018, presque 200 mégawatts de production d'électricité à travers l'énergie solaire. Hier, vous avez vu la visite du directeur général de la Sénélec à Marikounda, où une centrale de 20 mégas sera injectée dans le circuit. Vous avez vu la centrale qui est déjà prête, éolienne, à Taïba Ndiaye. Vous avez l'autre centrale qui est également en voie de fait. C'est ça, on se prépare à ça. En plus, nous sommes en train de faire une autre centrale à charbon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pétrole augmente de façon substantielle dans les années à venir, le Sénégal sera d'une certaine matière couvert. Double avantage. D'abord la réduction de la facture d'électricité. Deuxièmement, la participation de façon active à l'un des engagements notables du monde depuis la COP21, la réduction du taux d'émission de gaz à effet de serre. On n'est pas producteur comme certains pays, mais nous avons notre part de production. C'est ça. On se prépare, et c'est ça qu'on appelle la mix énergie. Ça veut dire qu'on va continuer de faire avec le fuel, les énergies fossiles, mais on va continuer également de développer un réseau qui nous permet d'avoir de l'électricité à bon marché, mais également propre. Le Sénégal est prêt. Je n'ai pas dit le Sénégal est prêt. Le Sénégal se prépare. Le Sénégal se prépare. C'est différent. Oui, mais vous parlez de moins en moins de cette autosuffisance en riz, de cette sécurité alimentaire pour les Sénégalais. Vous ne pouvez pas le dire. Le président de la République en a parlé mercredi, Conseil des ministres. Communiqué du Conseil des ministres, on l'a dit. Vous voulez dire aux Sénégalais, on en parle de moins en moins. Le Premier ministre, mercredi passé, en a parlé. Le ministre de l'Agriculture en a parlé la semaine dernière. Qui en parle de moins en moins? C'était le sujet. Une fois que vous le dites, ça devient un fait.
Et ce n'est pas un fait. Alors voilà, c'est une opinion que vous avez... C'était le sujet favori du gouvernement. Ce n'est pas un sujet favori. C'est l'une des actions majeures du gouvernement sénégalais. Il est toujours au même niveau. Et aujourd'hui, on a fait une production record de contre-saison de plus de 300 000 tonnes de paddy. 300 000 tonnes de paddy. Les récoltes ont été terminées 15 jours avant le début de l'hivernage. Comment voulez-vous dire? Pas plus tard qu'avant-hier, le comité qui s'occupe de la commercialisation au ministère du Commerce s'est réuni. Pour favoriser d'ailleurs l'achat de la production nationale, l'État du Sénégal a fait bloquer toutes les importations de riz d'ici, probablement la fin de l'année. Voilà. Le gouvernement qui a également parlé et reconnu surtout de l'échec, entre guillemets, de la mesure pour une baisse du coût du loyer au Sénégal, surtout à Dakar. C'est inexact, le gouvernement ne l'a pas reconnu. Le président de la République a dit la semaine dernière, veuillez me préparer une évaluation exhaustive de cette politique qui a été mise en œuvre il y a de cela 2 ans. Comment on peut vous dire que le président a dit, le gouvernement a reconnu? On a commandité une étude. C'est dans le communiqué du Conseil des ministres de mercredi dernier. Le gouvernement, vous savez, vous mettez en œuvre une politique. Là où il y a l'échec, c'est n'avoir pas le courage de le faire. On l'a fait. Maintenant, à terme, il faut évaluer pour savoir ce qu'il a donné. Et au terme de ça, on dira, on a échoué à tel endroit. Même si on a fait un progrès de 20% par rapport aux objectifs fixés, ce n'est pas un échec. C'est des contre-performances. Des contre-performances. Parce que l'échec aurait été de ne rien faire, de ne rien tenter. Alors, il faut qu'on comprenne. Il y avait une politique qui a été contre-performante, on pourra le dire. Mais vous ne pouvez pas dire comme ça, devant la caméra, que le gouvernement a reconnu l'échec. Alors que le gouvernement vient de commanditer une étude pour comprendre. Et vous en déduisez comme ça. Je ne sais pas, vous avez tiré l'information. Quand même, nulle part. Et vous sortez pour dire aux Sénégalais c'est un échec. Le gouvernement, non, c'est pas un échec, vous pouvez le dire. C'est un succès. Ça, vous pouvez le faire. C'est un succès. Non, attendez, vous pouvez le dire, c'est un échec. Par contre, ce que vous ne pouvez pas dire, c'est que le gouvernement a reconnu l'échec. Le gouvernement ne l'a jamais reconnu. Merci. Ok. Et ce Sénégal bien coté en Afrique et sur l'international, sa démocratie approuvée un peu partout, vous nous dites, ce Sénégal va accepter la marche de l'opposition. Moi, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur pour apprécier. Je peux vous dire que je pense. L'une des préoccupations de mon point de vue de démocrate, cela en fait marcher, cela en fait partie. Comment nous exprimons dans la rue nos divergences et également notre point de vue qui n'est pas nécessairement divergent. Parce que la marche peut être à la fois un point de vue convergent ou un point de vue divergent. Ça peut être une contradiction. Mais la démocratie sénégalaise souffre d'un fait. Elle n'a pas encore su trouver les méthodes par lesquelles régler définitivement la question de la marche. Pourquoi? Parce que ceux qui demandent à marcher, pour la plupart, ils ont le sentiment que de marcher, de rassembler beaucoup de troupes, signifie la délégitimation du pouvoir en place et de son manque de popularité et d'adhésion populaire. C'est une conception substantielle dans la tête des opposants. Je l'ai écrit dans un livre, mon dernier. Donc ce que je répète là, je l'ai écrit. Et le pouvoir, de l'autre côté, a le sentiment qu'autoriser une marche participe d'une faiblesse qui va nécessairement montrer quelque chose de sa part ou de la faiblesse ou je ne sais quoi. Et on est face à ce problème-là. La marche, de mon point de vue, est un processus démocratique, à condition qu'il soit utilisé dans l'esprit dans lequel il est utilisé. Et si on le comprend, et ça je veux dire, on a dialogué récemment, ça fait partie des points sur lesquels notre démocratie doit trouver, de mon point de vue, un consensus plus global. On n'a pas encore trouvé. Sur le vote, on a trouvé un consensus, le plus difficile d'ailleurs. C'est ça le paradoxe de notre pays. Les questions les plus difficiles en démocratie, on les a réglées. Pourquoi? Quand le Sénégal vote, on n'a même pas besoin d'avoir les déclarations officielles pour connaître les résultats. C'est les médias qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça se passe en Angleterre, comme ça se passe aux États-Unis. On a réglé le problème de la surveillance du vote. C'est réglé.
On a réglé la question du débat contradictoire. Aucun opposant, on le prendrait pour le mettre en prison parce qu'il a critiqué. Jamais. On a réglé d'autres questions plus substantielles. La convivialité dans la démocratie. Quand quelqu'un de l'opposition a une organisation sociale, un événement social, quel qu'il soit, ce sont les propres responsables du gouvernement qui s'y rendent. Et de la même manière, vice-versa. Aucune animosité entre les personnes. On tient un débat civilisé, sauf le manque de consistance parfois des choses. Parfois. Voyez-vous, sur beaucoup de questions, on a fait des progrès énormes, fantastiques. Sur une question, qui est une question essentielle en démocratie, on ne trouve pas encore un consensus. Ce n'est pas moi qui voulais vous dire, c'est normal qu'on interdise, c'est normal pas qu'on interdise. Oui, mais la faute, quand même, vous êtes d'accord que la faute, mais davantage imputable au gouvernement. Elle est partagée. Je sais pourquoi elle est partagée. Comment voulez-vous interdire? Oui, l'opposition quand même je suis un membre va chercher les dividendes d'une marche organisée. Si l'opposition organise une marche et qu'il n'y ait personne, mais je vous le dis, ce serait une défaite mais bien sûr. pour l'opposition. Mais je vous le dis, je le crois comme ça. Si l'opposition arrive à mobiliser, les dividendes sur le plan politique seront récoltés, non? Si le ministre de l'Intérieur interdit la marche, il a de bonnes raisons de le faire. Et il l'a fait. Je suis solidaire de cette décision-là. Il peut y avoir des raisons. De bonnes raisons pour interdire une marche dans ce contexte. Mais le ministre de l'Intérieur qui exerce, qui est mieux placé que moi je suis un homme responsable. Je participe à un gouvernement. Je ne suis pas dans un gouvernement pour critiquer les décisions que le gouvernement prend. Jamais vous n'aurez ça de moi. Oui, mais Abdoulaye Coulibaly, là, vous nous tenez ces propos parce que vous n'êtes pas sûr que le régime actuel va dans le sens d'autoriser cette marche. Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez que je le répète encore? J'ai un problème moi-même dans la façon de concevoir la marche. Et votre prudence sur la question-là, ça veut dire... Je ne suis pas prudent, oui. Du tout. Je vous dis ce qui est. Il y a un ministre qui est chargé d'une question. Je ne ferai pas la leçon en disant vous ne devez pas marcher, vous ne devez pas autoriser, vous avez autorisé. D'accord. C'est lui qui... Non, laisse-moi finir. C'est lui qui apprécie souverainement, c'est sans son rôle. Je n'aurais pas accepté lui-même qu'il vienne me dire publiquement comment j'ai géré là. Je vous dis ce qui est. Ce n'est pas responsable que d'être dans un gouvernement, de critiquer ouvertement et à la sortie d'un acte posé par un collègue. Vous en avez assez dit de toutes les façons. Non, je ne le fais pas. Je sais pas si la responsabilité est partagée. Par contre, je peux vous dire mon sentiment par rapport à une question que vous posez, qui est une question de la manifestation, la marche. J'aurais souhaité qu'il soit organisé autrement au Sénégal et qu'on ait un consensus global sur la question, que ça ne pose pas de problème. Voilà. Je vous dis mon souhait. Durant toute la partie de la première partie, vous parlez d'opinion. En tout cas, le thème de la marche ou ce qui pousse l'opposition à tenir cette marche, c'est de faire face aux dérives, comme ils le disent, de l'actuel régime, du régime de Macky Sall. Oui, une réponse. La force du débat sénégalais, c'est la caractérisation. Et une réponse des Sénégalais? Des Sénégalais? Ah non, moi je ne dis pas les Sénégalais. Je ne suis pas toujours là pour dire les Sénégalais. Parce qu'il faut être prudent. C'est là où je suis prudent. Parce que dit l'opposition, ce n'est pas nécessairement ce que disent les Sénégalais. Comme d'ailleurs le gouvernement peut dire quelque chose, les Sénégalais ne le disent pas. C'est la responsabilité du gouvernement tout le temps de s'assurer de ce que veut le peuple. Et d'aller à la rencontre des besoins du peuple. C'est également responsable de l'opposition de comprendre ce qui est une préoccupation pour le peuple et d'en tenir compte dans tous les actes. Au-delà de cette marche, il y a les législatives. Il y en a pas mal de personnalités de l'actuel régime qui font des sorties dans les médias pour proposer un report de ces législatives, pour proposer des élections cumulées. Je ne fais pas partie de ceux qui proposent. L'idée est peut-être prise au sérieux? L'idée d'un report des législatives? Moi, je ne suis pas d'accord pour le report des législatives. Personnellement, je vous dis mon opinion. La question n'a jamais été posée, ni officiellement, ni de façon officieuse, en tout cas moi, dans les instances où je suis. Donc je n'ai pas à me prononcer par rapport à ce que disent les autres. Je peux vous dire mon opinion personnelle. Elle ne vaut rien. Mon souhait n'est pas ça. Voilà. C'est clair. Le débat, c'est le monde des affaires, la politique, et le débat est également juridique, avec pas mal de plaintes par-ci, par-là. L'opposition compte porter plainte.
C'est un droit le plus absolu, ça veut dire qu'on est dans un état de droit. Fiscaliser les 250 millions de dollars qui sont les engagements de travaux de Cosmos qui a pris le relais de Petrotim. Vous savez, quand vous signez un contrat pétrolier, le Premier ministre l'a expliqué. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dois revenir là-dessus encore. Mais comme vous m'obligez à y revenir, je signale que depuis l'indépendance du pays, il y a eu au moins 168 contrats pétroliers qui ont été signés, au moins, correspondant au forage de 160 forages non productifs et de 68 forages, et plutôt de 8 forages productifs. Estimé à 500 millions de dollars, ou à 500 milliards. Pourquoi on n'a jamais parlé de fiscalité? Parce que quand vous investissez, c'est la loi 98-02 du 5 janvier 1998 qui dit en son article 48 qu'au stade du développement, plutôt de l'exploration, recherche et de développement, aucun frais fiscal n'est payé à l'État du Sénégal. Aucun. 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 Et c'est en même temps cette loi qui permet qu'au stade de ces deux phases, qu'on puisse céder les droits pétroliers d'exploration qui vous ont été donnés. Et précise en même temps, sur la cession, aucun frais fiscal ne peut être imposé, ne peut être prescrit. Pourquoi? Parce que cette phase, ce qu'on appelle la phase de développement, c'est le capital qu'on investit. Mais on ne fiscalise pas un capital. On ne fiscalise pas un capital. Non. Pourtant, ce sont les experts en la matière. De quoi? Ils sont experts de quoi? Ce n'est pas des experts qui ont parlé. Toi-même, tu as dit l'opposition. Vous savez très bien que ce ne sont pas des experts qui ont parlé. C'est deux opposants qui pensent qu'on peut dire tout, à la fois une chose et son contraire, pour que ça soit valable. Moi, je ne vous le dis pas. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas Latif Coulibaly qui l'a dit. Ce n'est pas le ministre des Finances qui l'a dit. C'est la loi sénégalaise qui le dit. Donc, Alussal pouvait céder ses parts tranquillement à Timis. Ce n'est pas Alussal qui a cédé ses parts à Timis. Et ça aussi, c'est une confusion. La cession s'est faite entre deux sociétés pétrolières. L'un s'était engagé pour faire des travaux de 100 millions de dollars et l'autre s'est substitué en disant j'ai fait 250 millions de dollars. Si vous n'avez pas compris le processus, je ne peux pas continuer à expliquer davantage. Ce que moi je peux vous dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est la loi qui le dit. Maintenant, si on veut changer la loi, on dit on change la loi. Ça, je peux comprendre qu'un opposant dise on n'accepte pas cette loi-là telle qu'elle, il faut la changer. Mais il faut voir les conséquences. Donc c'est de l'invention. Quand on parle de 90 milliards de fiscalité... Je n'ai pas dit c'est l'invention. Je vous dis, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui parlent. Je ne caractérise pas ce qu'ils disent. Je te parle de faits. Vous avez dit ils n'ont pas fiscalisé la cession. Heureusement d'ailleurs, ils ont été intelligents pour ne pas dire qu'on n'a pas fiscalisé les 100 millions qu'ils ont investis. Parce que ça aurait été quand même une hérésie absolue. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit que c'est les transactions qu'on n'a pas fiscalisées. Là aussi, ils se rendent compte qu'il y a la vérité de la loi. On ne fiscalise pas. Et toutes ces considérations, contenues dans la loi de 1998, ont été intégrées dans le Code général des impôts, la loi du 31 décembre 2012, en son article 722 plutôt, qui considère que tous les avantages fiscaux qui étaient considérés dans des contrats et des conventions diverses ont été rapatriés dans le Code général des impôts et servent de loi de base pour toute exploitation sénégalaise, pour toute exploration, développement et exploitation du pétrole au Sénégal, et des hydrocarbures et des mines. Voilà la réalité des faits. Quand vous en déduisez que c'est de l'invention, oui, il n'y a pas autre chose. Oui, soit c'est vrai, soit c'est de l'invention. D'ailleurs, vous regardez maintenant, il y a rarement des gens qui débattent sur cette question-là. La question est de savoir pourquoi on a concédé un droit à une société pétrolière, alors que c'est une société pétrolière qui a une expérience à qui on doit faire la concession. Effectivement, la concession a été faite à cette société pétrolière. À une société pétrolière avec une expérience avérée, cotée en bourse. C'est un débat et un faux débat également.
qu'on parle de Petro-Tim Sénégal, qui est une société, il y a une vocation opérationnelle, de gérer les activités logistiques et administratives de Petro-Tim International, entre guillemets, qui vient d'ailleurs, au Sénégal, c'est quoi le plus logique? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres sociétés qui font gérer, comme Alioune Sall le fait, leurs affaires locales par des Sénégalais? Des courtiers. Enfin, je ne sais pas ce terme-là. Je n'utilise pas ce terme. Ils gèrent. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'il n'y a pas qu'Alioune Sall. Si vous regardez dans les mines, vous verrez qu'il y a des jeunes Sénégalais dynamiques. Heureusement pour eux, ils ne sont pas la sœur ni le frère du président de la République. J'en ai reçu pas plus tard qu'avant-hier dans mon bureau. Ça change tout, non? Oui, mais je veux dire que simplement, qu'on ne parle pas de ces cas-là parce que simplement ce ne sont pas des frères ou des sœurs du président de la République. Oui, le changement est notoire, non? Mais pourquoi le changement est notoire? D'abord, quand il l'a été, il n'était pas encore frère du président de la République, il était frère de Macky Sall, soit Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Vous oubliez de le dire. Oui, mais après son élection, le président Macky Sall est revenu sur le parlement de décret laissé ici par son prédécesseur. C'est faux, il n'est pas revenu sur le décret, aucun décret. Ah bon? Les appels rentrants, un exemple? Les appels, le dossier des appels rentrants, c'est un exemple, non? Mais attendez, sur le dossier pétrole, je veux dire, non, mais évidemment, sur le dossier du pétrole, il n'est revenu sur aucun décret. Non, je parle de décret globalement laissé ici par son prédécesseur. Mais si la situation exige qu'il revienne, pourquoi il ne le ferait pas? Vous voudrez qu'il le laisse? Les appels rentrants, combien de Sénégalais avaient demandé que le décret soit supprimé? Combien de Sénégalais? Il a répondu à une demande du public sénégalais. Et aujourd'hui, vous auriez souhaité qu'il ne le fasse pas? Quel est le seul Sénégalais dont tu as entendu parler? D'ailleurs, celui qui a le premier soulevé la question, c'est l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Je salue au passage d'ailleurs. Mais Abdoul Mbaye, quand même, c'est curieux. Mais le décret dont tu parles, c'est lui qui l'a contresigné. Le décret dont tu parles, c'est lui, Abdoul Mbaye, qui l'a contresigné. Au moment où il mettait son contre-saint, il avait le sentiment que quelque chose, le Sénégal a été floué. Si oui, ça veut dire que garder son poste de Premier ministre à l'époque, en contre-signant, était plus important que les intérêts du Sénégal qu'il défend aujourd'hui. C'est ça le paradoxe de notre société. Vous ne pouvez pas à la fois approuver quelque chose par votre signature, et en plus, par votre signature, et vous vous retournez devant l'opinion pour le dire, j'ai signé, soit je ne savais pas, c'est très grave, ou je savais, mais j'avais décidé de ne pas parler pour garder mon portefeuille de Premier ministre. Ou c'était mon patron qui m'avait demandé de signer. C'est tout aussi grave. C'est tout aussi grave. Si votre patron vous demande de signer quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de ce pays-là, fondamentalement, comme il le prétend aujourd'hui, vous n'avez jamais dû le faire. Vous mettez dans la balance votre poste et la signature, vous partez. Si tant est que vous êtes préoccupé par le Sénégal. Et c'est le premier à avoir mis ça sur la table. Oui, Abdoul Mbaye de répondre. Vous voyez que vous n'êtes pas très, très regardant par rapport aux gens qui parlent. Vous voulez donner un blanc-seing, non, mais attendez. Il a été interpellé à ce sujet par bon nombre de Sénégalais. C'est à lui de répondre. C'est pas il a été interpellé, non. C'est à vous de jouer fondamentalement votre rôle d'arbitre dans le débat politique. Le seul moment, le lieu où le journaliste est arbitre, c'est au moment où l'exposé des faits, où toutes les parties donnent des faits. Et c'est à vous de jouer ce rôle-là. C'est ça qu'on dit le fact-checking. Ça, c'est clair. Ah non, c'est pas clair. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Mais non, dans la pratique, non. Ah bon? Ah si. Oui, c'est votre opinion. Sinon, mais attends, sinon vous ne m'aurez pas dit, comme si c'est quelque chose de très grave, oui, Macky a confirmé. Mais la première personne qui a posé sur la table ces questions, c'est lui. L'objet de la question, c'était... Il partage la responsabilité d'avoir signé ces deux décrets. On parle de décret. Oui, on parle de décret. Alors, on parle de décret laissé ici par le prédécesseur. Est-ce que vous savez que légalement, si le Premier ministre de l'époque n'avait pas signé, le décret n'aurait pas existé? La part de responsabilité d'Abdoul Mbaye, oui, allez-y. C'est important pour les Sénégalais. Les seuls décrets où le Premier ministre ne contresigne pas et le décret est valable, c'est des matières spécifiquement citées par la Constitution. Je prends un exemple, la grâce. Pas de Constitution. Ça, c'est connu des Sénégalais, non? Vous le pensez bien? C'est connu des Sénégalais. Les décrets sont contresignés par le chef du gouvernement. Pas tous les décrets, pas tous les décrets. Ce que je veux dire par là, il n'a même pas l'excuse de dire
je n'aurais pas dû signer, ou je ne pouvais pas signer, ou je n'étais pas tenu de signer. Effectivement, il était tenu de signer du point de vue politique, parce que c'est sa fonction. Oui, la responsabilité mais du point de vue de l'éthique qu'il évoque aujourd'hui, de l'éthique et de la morale qu'il évoque aujourd'hui, il est assez disqualifié. C'est important. Parce que d'ici un siècle, quand on parlera de cette question, on verra le décret qu'il a signé. Effectivement. On verra pour qu'il soit valide, il faut que Abdoul Mbaye appose sa signature. Effectivement, voilà, il faut que Abdoul Mbaye contresigne en tant que chef du gouvernement du Sénégal d'alors, mais il fallait également, surtout, que le président de la République, le frère aîné d'Aliou Sall, signe ce décret. N'est-ce pas? Mais alors? L'interpellation va surtout dans ce sens. Mais quel est le problème s'il n'y a aucune illégalité? Quelle illégalité il y avait? Quand on parle de délit d'initié, qu'un chef d'État... Voilà des confusions terribles. Oui, je vous pose simplement la question pour vous permettre d'éclairer l'opinion. Oui. Quand on parle de délit d'initié dans ce domaine précis, pour dire que le chef de l'État a signé un contrat qui va profiter à son frère cadet, oui, ça, qualifié comme délit d'initié, vous répondez quoi? Non, d'abord, le décret était sur sa table quand il est venu. Déjà préparé par celui qui était l'opposant le plus radical contre Macky Sall. Il faut le signer parce que c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'avant que Macky Sall ne vienne, d'abord le contrat de concession a été signé depuis janvier. Deuxièmement, les décrets étaient... Pardon? Oui, le décret, ça c'est... Oui, on est d'accord. Mais attends, un fait, on ne peut pas l'isoler. D'accord. Il faut le mettre dans un continuum. D'accord, le décret était là. Vous savez, vous avez à peu près 45 démissions. On a passé pratiquement les 20 minutes sur ça. Parce qu'au fond, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des faits. Quand on vous les explique, vous dites non, ce n'est pas la peine. On avance. D'accord, le décret... Mais il m'avait dit, vous avez le devoir d'expliquer. Si au-delà de ce que nous avons expliqué, on doit encore expliquer, mais nous, on n'a plus d'arguments pour vous dire voilà ce qui se passe. Pour clore, 168 forages ont été faits au Sénégal depuis l'indépendance du pays. 160 n'ont pas été productifs. 8 sont productifs. Ces 8 sont productifs. On a le sentiment qu'on sera un grand pays d'hydrocarbures. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui? L'État travaille à mettre en place les conditions d'exploitation optimales et les conditions de transparence pour apaiser, et c'est normal, l'inquiétude de certains Sénégalais, non pas par rapport à nos pratiques, mais par rapport à la pratique courante dans d'autres pays qui ont eu du pétrole. Donc, le président de la République décide de mettre un comité d'orientation stratégique sur le pétrole et les hydrocarbures, où toute la politique va être discutée et débattue. Tout ce qui sera décidé sera dit aux Sénégalais. Vous voulez dire aujourd'hui, vous avez un devoir d'explication. Lequel? En réalité, nous ne demandons aucune chose. Qu'on nous demande, vous n'avez pas expliqué ça. On le fait. C'est un devoir de notre responsabilité. On ne peut pas en même temps, on donne des faits auxquels on oppose des opinions pour nous dire que vous n'avez pas expliqué. Non. Donc des faits et non des opinions. Bien sûr. Abdoul Latif Notre opinion, c'est de dire, c'est le frère du président. Comme si, a priori, le frère du président devait nécessairement tremper dans la magouille. Comme si, a priori, le frère du président ne peut pas être réglé. Je ne comprends pas toujours. Honnêtement, je le dis. Moi, je ne comprends pas toujours. Quand on parle du frère du président... Non, je n'ai pas dit je ne comprends pas quand on parle. Je ne comprends pas toujours que les opinions tiennent lieu de fait au Sénégal. Une opinion est une opinion. Un fait est un fait. J'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas dit j'ai du mal à comprendre. J'ai dit je ne comprends pas qu'une opinion tienne lieu de fait. Oui. Ok. Et quand on parle de conflit d'intérêts entre deux frères, c'est une opinion. C'est une opinion, c'est pas un fait. Quel est le conflit d'intérêts entre deux frères? Il ne peut pas y avoir d'abord de conflit d'intérêts entre deux frères. Ce n'est pas ça la question. C'est quoi la question que vous voulez que vous insinuez, c'est dire le jeune frère porte les intérêts du président de la République. Encore faudrait-il que le jeune frère, lui-même, parce qu'il faut régler la question factuelle, établir formellement que le jeune frère porte des actions effectivement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais alors, vous voulez, voilà ce que je dis comme opinion. La démonstration, à contrario, c'est quoi? Je dis parce qu'il y a le frère, il y a nécessairement conflit d'intérêts. Non. Vous établissez le conflit d'intérêts à partir de faits.
Mais vous ne pouvez pas le supposer. Comme vous le faites d'ailleurs. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est-à-dire, demain vous êtes président, aucun de vos membres de l'État ne peut travailler dans le pays. En tout cas, il ne peut pas travailler sur la base de faits qui le lient au gouvernement. C'est ça votre entendement? C'est quand même compliqué. Hein? Mais attendez, c'est quand même compliqué. Vous voulez comprendre ce que vous voulez comprendre. Hein? Non, je ne veux pas comprendre ce que... Je veux comprendre ce que vous avez dit. Oui, Abdoulaye... Jamais, si on avait établi des faits qui disent, voilà le confident, je ne viendrai pas devant votre caméra pour soutenir ça. Jamais. Ce n'est pas la conception que je me fais de ma propre dignité et de ma loyauté d'ailleurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans l'histoire du pétrole et de Aliou Sall. J'en suis absolument convaincu par des faits. Voilà. Par des Même faits. si le Sénégal avait un autre président qui mettait sur la table du président de la République. On ne peut pas isoler les tenants de ce... Ça veut dire quoi? On signe une concession à une entreprise. Des décrets d'approbation suivent. Et d'ailleurs, il faut que les gens comprennent également que ce qui est le plus substantiel, ce n'est pas le décret d'approbation. Le plus substantiel, c'est la convention de concession. Qu'on ait signé le décret ou non, la convention de concession est en vigueur. Donc, il faut que les gens le sachent. Oui, c'est bon. Et c'est important. Pourquoi? Parce que la convention signée entre les deux parties, c'est la loi entre les parties. Le décret ne fait que constater un fait juridique déjà existant. Ce n'est pas le décret qui confère les droits à Petrodim. Le décret ne fait que constater les droits déjà concédés à Petrotim. D'ailleurs, c'est entre autres l'une des questions majeures qui préoccupe beaucoup de gouvernements africains. Dans certains pays, on distingue le contrat minier ou le contrat de concession, le contrat d'exploration du contrat d'exploitation. Mais si vous dites à quelqu'un qui vient chercher chez vous, il engloutit des centaines de millions de dollars. Je ne vous signerai les contrats par lesquels vous allez exploiter votre découverte au départ, mais il ne va pas investir. Il s'en va. Donc le contrat dont on parle, le décret qui l'approuve n'est qu'un décret qui constate un état de fait. Nous ne le pas approuvé, ça va déjà dans la pratique. Ça s'opère. D'accord. Et c'est l'une des questions d'ailleurs sur laquelle beaucoup de pays avec leur code butent aujourd'hui. Est-ce que le contrat minier ou le contrat pétrolier doit absolument être approuvé pour être légal par le contrat, par le décret? La réponse est non. La réponse est non. J'avais dit substantiellement, il faut que les gens le comprennent. Il y a un symbolisme, l'approbation et le constat d'un acte qui est déjà fait. C'est comme si aujourd'hui au Sénégal, à peu près, c'est pas la même chose. Vous vous mariez, vous n'allez pas à l'état civil pour avoir un certificat de mariage. Mais le mariage est valable. Mais il n'est pas opposable à l'État. Aujourd'hui, dans un autre registre différent, votre concession, c'est ça qui prévaut dans vos relations avec l'État. Ce n'est pas le décret. D'ailleurs, c'est une impuissance de tous les États africains qui ont des secteurs pétroliers. L'important, c'est le Sénégal. L'important, c'est le Sénégal, son avenir. Oui, vous devez à ce Sénégal, à ces Sénégalais, d'éclairer ce débat une bonne fois pour toutes. On ne l'a pas fait. Non, je vous dis, on ne l'a pas fait. Qui doit éclairer le Sénégal? Notre devoir et notre responsabilité, c'est quoi? Le ministre pétrole explique aux Sénégalais. Le ministre des Mines de l'époque qui avait le pétrole, de l'énergie, explique aux Sénégalais. Il écrit, il fait des interviews. Le Premier ministre sort dans une déclaration, explique aux Sénégalais. Moi-même, à ma qualité de secrétaire général du gouvernement, chargé en amont de la politique législative, parce que simplement par mes fonctions, je prépare les textes, je sors tous les textes de droit, j'écris une page sur le soleil, dans le soleil et dans tous les autres quotidiens. C'est peut-être pas suffisant ça. Mais comment voulez-vous qu'on explique au-delà des faits? Vous voulez qu'on nous donne nos opinions? Notre opinion, tous les membres du gouvernement, y compris le président de la République qui n'est pas membre du gouvernement, c'est que tout s'est passé régulièrement. Vous dites que ça ne s'est pas passé régulièrement. C'est à vous d'apporter la preuve que ça ne s'est pas passé régulièrement. Qui ça, vous? Vous qui dites le contraire. C'est vous